Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Pascal Sauvé. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, l'approche hybride. Nous, en tant que conseiller en formation, en tant que gestionnaire de la formation, on peut s'entendre pour dire que le cœur de notre métier, ce on- pourquoi on travaille, c'est vraiment de mettre en place des conditions de succès pour nos apprenants, pour qu'ils soient capables de développer des compétences, développer des nouvelles connaissances. Puis il y a beaucoup, beaucoup de moyens pour y parvenir, c'est sûr. Euh, mais nos traditionnelles stratégies auxquelles qu'on utilisait auparavant, ben là, ils sont un petit peu remises en question avec le contexte de pandémie. Puis également, quand on passe à l'approche hybride, ben c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup de nouveautés. On peut facilement s'y perdre. Donc, dans le prochain 30 minutes, ce que je vous suggère comme contenu, en fait, c'est ceci. On va premièrement s'entendre là, sur une définition. On va parler un peu du contexte de l'approche hybride. Je vais vous proposer un schéma qui regroupe les composantes que je trouve vraiment essentielles à soulever là, ou à prendre en ligne de compte quand on veut convertir vers une approche hybride, une approche de formation hybride. On va voir pour chacune d'entre elles, de ces composantes-là, quels sont les leviers puis quelles sont les limites. Puis, on va terminer, comme je vous disais, avec une période de questions. Fait que ma partie va durer à peu près une trentaine de minutes, puis on va laisser là, une bonne quinzaine de minutes à la fin. J'espère que ça vous convient. Donc, on va partir la présentation sur ça. Donc, la technologie aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises là, qui l'utilisent, puis c'est normal parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à utiliser la technologie dans la formation. Il peut s'agir d'un contexte où, au niveau géographique, nos apprenants sont dispersés, nos apprenants, c'est un large volume d'apprenants, donc la technologie nous vient en aide. On dit même qu'en fait, plus de 41% des entreprises du Fortune 500, les 500 companies, utilisent de la technologie là, dans leur stratégie d'apprentissage. Puis ça, c'est un nombre qui augmente d'année en année. La technologie peut nous permettre aussi de diminuer certains coûts. Donc, les coûts de transport, d'hébergement, location de salle, des repas, tout ça, c'est sûr, là, par rapport à la formation traditionnelle en classe, mais également aussi dans le fait que la formation en ligne peut souvent être on peut réduire la durée de la formation en ligne par rapport à la formation en présentiel. On dit même qu'entre 40 et 60% plus court on peut retrancher la durée de la formation. Donc, ça constitue quand même une belle économie. La technologie nous permet facilement là, de faire du suivi de l'avancement, de la formation, de la diffusion, mais le suivi aussi de l'évaluation de certains apprentissages, je dirais des niveaux inférieurs de l'échelle de Kirkpatrick, pour ceux qui connaissent. Il y a un principe qui dit que le fait que l'apprenant ait plus d'autonomie parce que il y a un sentiment de contrôle quand on est en apprentissage en ligne. On a un certain contrôle sur le temps, la durée, le lieu, la vitesse, ce qui ferait en sorte que apparemment on pourrait aller chercher un 25 à 60% de rétention de plus de l'information en utilisant des technologies. Je poursuis. En fait, avant d'aller plus loin, là, on va s'entendre sur qu'est-ce que l'approche hybride. Donc, l'approche hybride, c'est quoi? Selon Wikipédia, l'approche hybride ou encore le blended learning, là je vais lire, une formule pédagogique qui résulte d'une combinaison de séquences de formation en ligne, donc du e-learning, et de formation en présentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres mots, il s'agit de monter un parcours de formation où est-ce qu'on combine différents modes de diffusion. Donc, tous les agencements sont possibles. On parle ça peut être du coaching à la tâche avec du e-learning, de la réalité virtuelle avec de la classe virtuelle. Donc, tout est permis finalement. Là, puis, du moment où est-ce qu'on utilise la technologie pour soutenir la formation, on peut appeler ça de l'approche hybride.
À quoi ça ressemble? Donc, en entreprise, on a ici le cas de Danone. Danone Academy ont lancé le programme One Learning a Day. Ce qu'ils font, on s'entend, là, c'est une multinationale, c'est plus de 100 000 personnes, 100 000 employés dans 55 pays. Pour ceux qui en veulent savoir plus, je pense que Mélissa va mettre le lien pour aller en savoir plus dans le chat. Donc, ce que Danone offre à leurs employés, ce sont différents blocs de formation qui marient l'apprentissage au travail, la formation en présentiel, du e-learning, puis l'apprentissage plus informel sous forme d'activités de réseautage. Donc, tout ça fait en sorte que les apprenants, ils font de la formation quasi au quotidien. Ça cumule environ 27 heures par année de formation là, pour chacun des employés. Je vais poursuivre avec le schéma dont je vous parlais au départ. Bon, je me suis dit, bon, quand on veut convertir notre parcours de formation en approche hybride, par où commencer? Qu'est-ce qu'on fait? C'est facile de s'y perdre. Il y a tellement de choses, il y a tellement de risques de sauter des étapes critiques. Donc, j'ai mis ça dans un petit schéma simple. Vous allez voir, c'est tout simple. Je vais vous l'expliquer. En fait, comme je disais au tout début, nous, ce qu'on veut en tant que travailleur de la formation, on veut que notre apprenant soit au centre de nos préoccupations. On veut le faire évoluer d'une situation actuelle à une situation souhaitée. Donc, pour faire ça, on fixe des objectifs pédagogiques. Nos objectifs pédagogiques, pour les atteindre, on va mettre en place des dispositifs d'apprentissage. Nos dispositifs d'apprentissage vont faire en sorte qu'ils vont développer des nouvelles compétences ou des nouvelles compétences, des connaissances. Pour ce faire, il va falloir qu'ils aient du contenu. Donc, notre contenu, il faut qu'il soit le bon. Il faut que ce soit le bon contenu, puis il faut qu'il soit supporté par un bon médium. Donc, c'est un petit schéma tout simple. On va aller le décomposer dans la prochaine quinzaine de minutes. Puis, on va aller voir pour chacune de ces composantes-là, c'est quoi nos leviers, puis c'est quoi nos limites. Tout d'abord, le contenu. Bon, convertir la formation en présentiel, excusez-moi, je bouge beaucoup, en formation en ligne, ça demande une analyse préalable. C'est vraiment le mot-clé ici. Parce que c'est souvent un investissement. Et pour être sûr d'avoir un bon retour sur l'investissement, il faut s'assurer que ça en vaille la peine parce que c'est pas nécessairement 100% de la formation qui va bien se tenir puis qui va bien faire en sorte que nos apprenants vont atteindre nos objectifs si on le met en ligne. Donc, il faut être capable de bien analyser le contenu. Quand on a du contenu qui est plus difficile, comme qui requiert la rétroaction en personne ou du contenu un peu plus soft, un peu plus technique, mais aller l'intégrer dans de la formation en ligne, ça peut être plus complexe. Donc, ce qu'on cherche à voir, premièrement, quand on analyse notre contenu, on veut voir la stabilité du contenu. On veut s'assurer que l'investissement qu'on va faire va pouvoir perdurer dans le temps. Donc, on n'aura pas à mettre à jour à tous les 2 fois par année le contenu qu'on médiatise. On veut du contenu qui va perdurer dans le temps. On veut s'assurer aussi que, comme je disais tout à l'heure, que l'évaluation des apprentissages qu'on prévoit faire est en lien là, avec le contenu. Donc, de quelle façon on va évaluer nos apprentissages va avoir un impact sur le mode de diffusion qu'on va choisir à la fin. Puis comment on s'y prend? Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un inventaire de tâches et contenus. On fait vraiment une liste de tout ce qu'on a comme formation, tout ce qu'on a comme contenu pour être capable de faire la ségrégation entre ce qui devrait être conservé en présentiel versus ce qui pourrait être converti en formation en ligne. Je m'assure que j'ai tout. Donc, en somme, oui, effectivement, l'inventaire va nous permettre de bâtir une approche qui va être fluide,
et puis qui va être morcelé de façon à ce que les blocs de contenu soient digestes pour être sûr qu'on ne met pas nos apprenants devant un écran pendant 12 heures de temps sans rétroaction et puis on n'atteindra pas nos objectifs de cette façon-là. Alors, voici première étape qui est l'analyse du contenu. On saute ensuite à la deuxième composante de notre schéma qui est le support ou le médium. Pour illustrer cette composante-là, je suis allée chercher la méthodologie ADDIE que vous connaissez probablement tous. Donc, les phases analyse et design ont été en fait abordées quand je vous parlais du contenu tout à l'heure. J'aurais pu y aller un petit peu plus tôt avec mon ADDIE, mais l'analyse, le design, donc dans tout notre travail préalable, on couvre ces deux phases-là. Donc, on va se pencher plus sur les phases de développement, implantation, puis évaluation. Avant d'aller vous proposer, parce qu'on va regarder plusieurs outils technologiques qui vont soutenir ces phases-là, mais je veux juste, d'entrée de jeu, vous dire que moi, je suis pas là pour revendre une technologie ou une autre. Ce n'est qu'un survol parce qu'il en existe tellement des technologies. Donc, je n'ai pas de parti pris. Je vais vous expliquer un petit peu les limites, les contraintes de chaque type d'outil, mais je ne suis pas là pour faire la promotion. Puis en même temps, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient partager les outils que je n'aborde pas ici, je vous invite à les inscrire dans le chat pour les partager aux autres. Puis également, je voulais vous dire qu'on va vous envoyer après l'événement, on va vous envoyer la liste là, de tous les outils dont j'aurai parlé là, pendant ce temps-là. Donc, on va y aller avec le développement. Je l'ai partagé en deux sections, donc les outils qui vont nous aider à faire de la formation synchrone, puis les outils qui vont nous aider à faire la formation asynchrone. Voici un petit échantillon. On va aller voir de plus près. Donc, du côté de la formation synchrone, peu importe si on est en formation présentielle ou on est en classe virtuelle, notre formateur va avoir besoin d'un soutien visuel pour aider la diffusion. Donc, c'est sûr que notre fidèle ami PowerPoint, c'est une valeur sûre, mais pour ceux qui voudraient faire l'expérience de d'autres choses, il y a plein d'autres outils, dont, par exemple, un Prezi qui va travailler plus avec un effet zoom qui pourrait être pratique quand on veut se faire une espèce de carte mentale, une image mentale du contenu, puis on va zoomer et zoomer out, zoomer in, puis naviguer à travers le contenu de cette façon-là. Il y a Genially aussi qui propose des gabarits existants. C'est très rapide en fait parce que les objets puis les transitions sont déjà intégrées. Donc, il y a déjà de l'animation. Donc, ça fait que ça peut dynamiser notre contenu un petit peu plus facilement et rapidement que du PowerPoint. Dans la formation synchrone encore, il ne faut pas sous-estimer l'interactivité là, avec nos apprenants, que ce soit en classe ou en formation, en classe virtuelle. Donc, il y a des petites applications de sondage interactif qui existent, comme par exemple Kahoot. Kahoot a un aspect très ludique de jeu. Poll Everywhere va proposer plus des fonctionnalités avancées de gestion de grands groupes d'animation. Donc, c'est une façon vraiment d'aller chercher la rétroaction en temps réel de nos apprenants. On va basculer vers la formation asynchrone. La formation asynchrone, ici, on regroupe là, nos outils auteurs. Ceux qui sont plus traditionnels, là, comme Articulate Storyline, Adobe Captivate, leur force réside dans le fait, c'est sûr qu'ils sont très complets, mais pour ce qui est de ceux qui font beaucoup de formations sur des plateformes informatiques, c'est vraiment une force qui puisse enregistrer des simulations puis créer comme une espèce de sandbox qui s'avère souvent beaucoup moins cher que de conserver un environnement de formation
qui est mis à jour tout le temps. Donc, si on veut par contre réduire au maximum des ratios de conception, on peut aller vers du rapid learning. Donc, des outils de rapid learning comme Articulate Rise, qui va présenter le contenu un petit peu comme sous forme d'une page web. Donc, il y a des blocs d'activités qui peuvent être insérés, d'évaluation des compétences, mais sont déjà préprogrammés. Articulate Studio va aussi être un rapid learning, donc on peut encapsuler un PowerPoint existant et puis il va devenir compatible avec un LMS. Il va répondre au LMS, puis on peut ajouter des petits quiz. Donc ça permet vraiment de descendre nos ratios de conception, mais ils ont des limites, évidemment, là, donc en termes de ce qu'on veut faire puis ce qu'on peut faire. Si vous utilisez déjà la vidéo dans votre organisation pour faire votre formation, peut-être qu'un outil comme Coantic qui est fait ici au Québec peut être intéressant pour vous parce que ça permet d'ajouter de stopper le visionnement de la vidéo puis d'ajouter de l'interactivité, des bulles d'information puis des quiz pendant le visionnement d'une vidéo. Dans la formation asynchrone, toujours quand on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus. C'est sûr qu'il y a rien comme de la pratique, là, le hands-on pour faire du transfert d'apprentissage, mais bon, on voit le contexte aujourd'hui qui nous défie un petit peu, mais parfois, donc, il faut trouver d'autres solutions pour atteindre nos objectifs. Donc, on peut se tourner vers des technologies un petit peu plus avancées. Un outil comme VTS Editor, par exemple, ça permet la création de jeux sérieux en format storytelling, où est-ce qu'on va vous proposer des environnements, puis des avatars personnalisables, puis on a juste à donner, à écrire le script, puis ça va nous faire une petite formation de cette façon-là. Mais si nos tâches sont très critiques ou qu'on souhaite mettre en place des dispositifs très, très personnalisés là, pour un besoin spécifique, c'est sûr qu'on peut aller vers de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Bon, il faut toujours garder en tête que oui, c'est le beau, c'est le fun, c'est techy, puis c'est moderne, mais il faut garder en tête nos objectifs pédagogiques. Il faut que ce soit vraiment un compromis ou un équilibre entre ce qu'on veut atteindre comme objectif pédagogique et puis quel type de contenu on a versus c'est quoi les contraintes de projet, donc le budget, le temps, les ressources. Ça va pour le développement. On va passer à la phase implantation du modèle ADDIE que j'ai encore là divisé en deux catégories. Il y a la planification puis la diffusion. Donc, pour ce qui est de la planification, il y a, quand on parle de l'hébergement de notre formation en ligne, on fait appel à des systèmes de gestion des apprentissages, SGA ou plus communément appelé LMS, Learning Management System en anglais. Donc, ces outils-là, ils permettent vraiment de gérer des parcours, de planifier des parcours types, de gérer des prérequis, de la certification. Donc, en termes de planification, c'est un outil très, très, très important quand on veut passer à l'approche hybride. On n'a pas mis d'outils ici, il y en existe vraiment des centaines. Puis, l'importance ici, c'est vraiment d'être capable de baliser ce qu'il y a en fonction des besoins de l'organisation. Donc, les bons outils vont vraiment dépendre de la quantité d'apprenants que vous avez, le nombre de formations que vous avez, le type de licence que vous souhaitez, si c'est infonuagique, si c'est maison. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'il faut analyser quand on balise quel type de LMS on veut se procurer pour mettre en place une approche hybride. Mon prochain. Dans la planification, toujours, il y a un bout où est-ce qu'il y a de la gestion logistique parce que quand on dit approche hybride, on dit pas juste du e-learning, justement, on a un bout qui demeure en présentiel. Donc, quand on a des gros projets où est-ce qu'on doit gérer des parcours hybrides, des fois, le LMS suffit pas. À ce moment-là, un outil comme Adesoft peut être
peut être intéressant parce que il va gérer vraiment, c'est comme une grosse base de données qui va gérer en plus toutes les ressources, donc ma banque de formateurs, de salles, de ressources, tous mes apprenants, puis les prérequis. Donc, en gérant ça comme une grosse base de données, on est capable après de filtrer puis de produire des agendas ou de la planification pour chacun de nos paramètres. La deuxième catégorie de l'implantation, ben, c'est la diffusion. Quand vient le moment là, de faire de la diffusion de classes virtuelles, ben, il y a beaucoup d'organisations, surtout récemment, qui sont tentées d'utiliser des outils qui sont déjà en place ou des outils gratuits comme Zoom, Teams ou Skype, mais leur utilisation, oui, ça peut s'avérer intéressant en termes d'adhésion, parce que si les apprenants sont déjà sont déjà habiles à utiliser ces outils-là, ça pourrait être un levier. Par contre, ça représente certaines limites pour ce qui est du formateur, pour ce qui est de la planification des activités pédagogiques à l'intérieur de la formation. C'est pas des outils de classe virtuelle comme WebEx Training, Adobe Connect ou GoToTraining. Ils ont certaines limites. Donc, c'est important de faire le lien au départ quand on fait notre design, quand on fait notre développement, notre conception de la formation, de toujours garder en tête sur quelle plateforme la classe virtuelle va être diffusée. Parce que justement, si on dit que ça va être diffusé sur Teams, ben il y a peut-être certaines activités pédagogiques qu'on va devoir repenser parce que Teams va présenter certaines limites. Notre dernière phase de la méthode ADDIE, c'est l'évaluation. Donc, encore là, je vous l'ai séparé en deux catégories. Il y a le suivi de la formation, puis le soutien à la performance. Donc, le suivi de la formation, c'est sûr que là, nos mêmes outils qui nous ont servi à la planification vont pouvoir nous aider à faire de l'intelligence d'affaires, donc à faire le suivi, les rapports, le statut d'avancement. Ces systèmes-là, ils permettent l'extraction de rapports, mais encore faut-il qu'on aille bien penser à c'est quoi nos critères de performance, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de la machine au bout quand on va appuyer sur le bouton. Donc, il est important de se rappeler que c'est pas parce que une capsule e-learning affiche le statut complété qu'il y a nécessairement du transfert d'apprentissage. Fait qu'il ne faut pas lever le nez sur des méthodes d'évaluation des apprentissages qui sont en mode encore présentiel, que ce soit du coaching à la tâche, des grilles d'observation, pour être capable de vraiment avoir une solution complète, une solution qui va suivre l'apprenant jusqu'au bout, jusque dans le transfert. Pour ce qui est du soutien à la performance, ben, peu importe la qualité des solutions qu'on met en place ou la qualité de la stratégie qu'on a définie, si on ne prévoit pas de mettre des dispositifs adéquats là, lorsque les apprenants vont retourner dans leur contexte de travail, ils ne pourront pas être autonomes. Donc, ce qu'on veut, c'est on veut mettre en place des outils, que ce soit des des procédures ou des aides-mémoires qui sont créées à partir de Word ou PowerPoint ou de la suite Office, qui sont hébergées dans un SharePoint, ou si ça convient dans le contexte du projet, un outil comme WalkMe, qui est un outil d'adoption de plateforme numérique qui va suivre l'apprenant dans le nouvel outil informatique pas à pas. Mais peu importe les outils qu'on met en place, l'important, c'est d'initier nos apprenants dès la formation à ces outils-là, les rendre disponibles au moment de la formation, les habiliter à utiliser ces outils qu'on va pouvoir leur laisser le post-formation et non arriver plus tard avec ces outils-là. Je sais que je parle vite, mais bon, on va poursuivre. Donc, ça, c'est pour notre support. On revient à notre schéma. Donc, la prochaine composante, c'est l'apprenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des conditions de succès là, qui vont soutenir l'apprenant dans l'atteinte de nos objectifs dans une approche hybride? Donc, il y a deux choses. C'est beaucoup le chiffre 2 aujourd'hui. Il y a deux choses qui vont soutenir notre apprenant principalement. C'est la gestion du changement puis l'analyse de l'environnement d'apprentissage. Donc,
Premièrement, c'est super important de dresser un portrait de notre apprenant, surtout s'il n'est pas familier avec la technologie ou réfractaire même. Donc, l'important, c'est de mettre en place une stratégie de gestion du changement qui va inclure des activités de sensibilisation, des activités de communication, de mobilisation pour être capable de les faire adhérer à cette nouvelle approche-là, les mobiliser autour de ça. On parle de l'apprenant, mais ici, je dresse aussi un petit avertissement. Il ne faut pas oublier les formateurs dans notre gestion de changement parce que leur rôle n'est plus le même dans une approche hybride. Ils étaient propriétaires du contenu, puis ils deviennent un peu facilitateurs parce que l'approche hybride implique nécessairement plus d'autonomie du côté de l'apprenant. Donc, c'est important que notre formateur qui devient facilitateur, on le soutienne aussi là-dedans dans ce cheminement-là vers une approche hybride. Pour ce qui est de l'analyse de l'environnement d'apprentissage, ça peut sembler très banal, puis souvent on le prend pour acquis, mais il est important d'aller voir sur le terrain sur quelle technologie les apprenants vont faire la formation. Est-ce qu'ils ont accès à des postes informatiques, des tablettes, des guns RF, peu importe sur quoi ils vont faire la formation, comment ça se présente? Est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils disposent d'un environnement de formation adéquat, un coin tranquille où ils sont sur le plancher en faisant de la formation? C'est pas toujours évident. Donc, est-ce qu'ils peuvent être mis dans un endroit calme qui va être propice à l'apprentissage? Est-ce qu'ils ont besoin de matériel audiovisuel? Donc, est-ce que, en plus du poste informatique, est-ce qu'on va leur demander d'écouter, de visionner des choses qui ont de la narration? Donc, souvent, on prend ça pour acquis, puis à mi-chemin dans la conception, on fait comme « oups, il y a un problème ». Donc, c'est important de bien regarder le portrait. Il y a un troisième petit élément aussi là, pour ce qui est de l'apprenant. Je pense que c'est super important, spécialement dans de l'apprentissage hybride où, comme je disais tout à l'heure, on suggère qu'il y ait un petit peu plus d'autonomie du côté de l'apprenant, bien qu'on s'assure qu'il sache toujours où il est rendu. Donc, il faut que l'apprenant ait des moyens de savoir c'est quoi les attentes, c'est quoi les échéances, où est-ce qu'il est rendu dans son avancement. Donc, beaucoup de communication pour bien soutenir la poursuite puis l'accomplissement du parcours. Là, je vois que Lisa il dit la période de questions approche. N'hésitez pas là, à envoyer des questions. Donc, finalement, tout ça, ce qu'on veut pour terminer, ben, ça converge tout vers nos objectifs pédagogiques. Donc, c'est vraiment important de se rappeler que pour avoir une stratégie intégrée, il faut tenir compte de toutes ces composantes-là. Puis, c'est sûr que ces objectifs-là, ils devraient être en lien aussi avec les objectifs organisationnels. Donc, si on veut convertir un parcours de formation en approche hybride, eh bien, on doit avoir le buy-in de l'organisation pour être capable de mettre en place, d'avoir les moyens de le faire, les bons moyens. Il faut que les babines suivent les bottines, là, le walk the talk. Est-ce que l'approche hybride est un investissement qui rapporte? Généralement, oui, si c'est bien fait. C'est sûr que ça constitue un investissement initial plus ou moins important. Il y a des façons de faire pour que ce soit justement tranquillement, pas vite. Je vous ai donné quelques outils, quelques trucs, mais l'important, c'est de ne pas aller trop vite, puis de penser, hein, beaucoup d'analyse. Pour ceux qui me connaissent dans le webinaire, vous savez qu'analyse, c'est mon totem. Donc, c'est de ne pas faire les choses trop vite, puis de vraiment réellement penser à une solution qui va être intégrée, une solution qui va être bout en bout, puis qui va fonctionner. En fait, j'ai sauté un petit peu mon point, mais donc, quand on parle de solutions intégrées, je vous disais tout à l'heure, c'est l'analyse. Donc, il n'y a vraiment pas de recette secrète pour déterminer là, c'est quelle portion qui devrait être médiatisée, quelle portion ne devrait pas l'être, c'est quoi le nombre d'outils informatiques qu'on devrait mettre en place ou la quantité
le pourcentage de formation qui devrait être converti. Donc, c'est vraiment une question d'analyse, une question de connaître ses apprenants, connaître le contexte organisationnel, prendre compte de toutes les contraintes de gestion de projet. C'est pour être capable de viser là, puis de s'assurer d'atteindre le résultat souhaité. Alors, je pense que je suis arrivée 29 minutes et 30 secondes. On est rendu à la période de questions. Je ne sais pas si les gens ont... je ne sais pas si Mélissa a réglé son problème de micro. J'ai des questions ici. J'ai juste une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui! Oui, bien. Bon. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions qui rentrent. Là, vous n'avez pas à être gênés. Là. Vous pouvez ouvrir vos micros aussi. Est-ce qu'on fait ouvrir les micros? On n'est pas beaucoup, on pourrait. Hein? Je vais le faire. Quels outils avez-vous utilisé pour votre présentation? Moi, je suis une fan de PowerPoint. Donc, c'est vraiment... C'est PowerPoint mon dada. Là. On peut le pousser assez loin, PowerPoint. Quand on le connaît bien, là, on peut lui faire bien des choses. Alors, on a Bicham aussi qui veut savoir c'est quoi l'approche adoptée quand on a un cabinet conseil qui offre une formation à une clientèle qui est diversifiée. Encore là, c'est une question d'analyse. Une clientèle diversifiée, ça veut dire qu'on a différents types de formations qui s'adressent à différents groupes. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment faire les personas dont je parlais, de notre petite analyse de notre apprenant pour être capable de tirer essayer de trouver des troncs communs là, à toutes ces personnes-là pour être capable de rentabiliser nos investissements. Parce que si on met en place toute une approche hybride là, où est-ce qu'on injecte beaucoup de technologie pour juste une vingtaine de personnes de toute l'entreprise qui en compte 250, ce sera peut-être pas rentable. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de... il y a pas de règles d'or. Ça va vraiment être une combinaison, un équilibre entre c'est quoi mes objectifs, c'est qui mes apprenants, et puis c'est combien de budget je dispose pour être capable de mettre en place ces solutions-là. On a Stéphane qui voudrait savoir, il y a une présentation PowerPoint à donner en ligne, puis il y a beaucoup de texte dedans. Il voudrait savoir comment est-ce qu'il pourrait rapidement la rendre plus attrayante sans perdre le contenu. Mm-hmm. C'est une bonne question. Ben, souvent, ce qu'on va faire, c'est que quand je vous parlais de l'analyse de l'inventaire de tâches et contenus là, au tout début, c'est quand on fait la ségrégation du contenu, on identifie vraiment qu'est-ce qui doit être de la formation, donc qu'est-ce qu'on doit dire, puis qu'est-ce qui pourrait devenir du soutien à la performance. Si vous vous souvenez, dans la méthodologie ADDIE, à la fin, dans le rose, je parlais du soutien à la performance parce qu'il y a des choses que ils n'ont pas nécessairement besoin du bourrage de crâne comme ça, dans la formation. On peut faire du just-in-time. Quand on fait du just-in-time, ben, c'est qu'on enlève une portion du contenu et puis on l'encapsule autrement. Donc, on le rend disponible d'une autre façon, que ce soit avec la documentation des procédures, des aides-mémoires. Donc, ce texte-là ne doit pas obligatoirement apparaître sur la slide du PowerPoint. Ça peut être donné d'une autre façon à l'apprenant. Là, je viens de me voir puis je vois que je gesticule beaucoup. Puis je pense que je me permettre de rajouter aussi, c'est important de penser à avoir le cahier de l'apprenant, même si on est à distance. Oui. De mettre des éléments plus visuels pour avoir l'audio qui supporte le visuel, puis que l'apprenant, il ait tout ça devant lui pour prendre des notes ou avoir des exercices à l'intérieur de ça sans nécessairement toutes les mettre sur les diapositives. Ça reste une bonne solution. Là. Effectivement. Les questions commencent à rentrer. Merci beaucoup. On a Julie Grandmaison. Saviez-vous si la tendance actuelle du virage vers la formation en ligne est là pour durer ou si elle est plutôt situationnelle? Nous, on voit que ça augmente beaucoup. Là. Personnellement, chez Miyagi, moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, on faisait 80% de présentiel puis 20% du e-learning. Puis aujourd'hui, les demandes, c'est pratiquement l'inverse. Hein. Je ne sais pas ce que tu dirais, Mélissa. C'est
beaucoup du e-learning, qu'on fait de plus en plus de médiatisation parce que je pense que la technologie est là pour rester. Les gens sont moins en moins réfractaires à la technologie aussi. Les gens ont des téléphones cellulaires, c'est plus facile. On est moins confronté à des certains groupes qui étaient moins à l'aise avec la technologie. Ça, c'est mon Nostradamus. Vicky Pomerleau, advenant une formation avec des portions asynchrones et des évaluations collectives en présentiel, avez-vous des trucs pour assurer que tout le monde arrive à temps pour la séance de groupe dans un contexte d'employés qui ont tendance à être passablement débordés? Oui, ben ça, il y a deux choses, je dirais. Ben, la gestion de changement est importante, le volet communication. C'est sûr que les gens sont débordés, tout ça. Il faut que les gens réalisent que c'est une importance pour l'organisation. Donc, quand ça vient du grand patron, quand ça vient du gestionnaire, puis il faut onboarder, quand je parle de gestion de changement, c'est ça, c'est on onboard les gens haut placés, on cascade l'information, il faut que ça vienne d'en haut pour inciter les gens, pour que tout le monde soit on board. Si moi, j'ai de la formation à faire, j'ai une certaine durée de formation à faire, mais j'y arrive pas parce que mon gestionnaire, il n'arrête pas de m'envoyer du stock, puis je suis pas capable de le faire, puis il faut que je le fasse pour telle date. Ben, on a un problème, là. Il faut que l'équipe de projet ou l'équipe de formation soit capable d'aller sensibiliser le gestionnaire en disant c'est parce que là, il y a la formation, c'est important pour l'employé, puis c'est important pour l'entreprise. Donc, le What's in it for me est au niveau de l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai été capable de bien répondre, mais c'est impliquer vraiment là, des intervenants qui vont mettre en lumière là, ce temps-là. Il faut que ce soit important pour tout le monde. Le What's in it for me. Je peux te prendre un verre. Ah, il manque une lettre, non? On n'avait pas fait le design. Elle disait que dans la méthodologie, elle dit, il semble qu'il manque une lettre. En fait, c'est analyse et design qu'on a vu avec le contenu. Donc, il y avait, j'ai sauté 2 des boules en haut. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions, Mélissa? Est-ce qu'il y en a qui préféraient nommer leurs questions verbalement? On peut allumer. C'est toutes les questions qu'on a pour l'instant dans les Q&A. Je sais que dans la première inscription, on vous avait posé des questions sur sur vos attentes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup. Il y a quelques personnes que je voyais aussi, c'était beaucoup des formateurs en entreprise qui souhaitaient avoir des trucs et astuces plus précis pour animer des classes virtuelles. C'est sûr que c'était pas tout à fait dans le scope d'aujourd'hui. On n'avait pas beaucoup de temps. Par contre, récemment, Miyagi a fait 3 petites capsules. Ils sont disponibles sur notre YouTube channel. Sur LinkedIn aussi. 3 petites capsules sur les bonnes pratiques de classe virtuelle. Donc, on aborde vraiment là, des trucs et astuces un petit peu plus précis. Fait que je vous invite à aller les consulter. Puis ce sera peut-être, on ne sait jamais, là, c'est notre premier webinaire, là, peut-être qu'on pourra faire le prochain sur ce sujet-là, s'il y a beaucoup de demandes. N'hésitez pas à... questions qui sont aussi. Oui. Donc, on a Katia Moreno qui voudrait savoir, avec l'incrémentation du télétravail, doit-on prioriser à mettre une touche humaine dans les formations? Ben personnellement, oui. Personnellement, je pense qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, ne jamais lever le nez sur des modes de diffusion présentiels, si on peut, si ça requiert. C'est sûr que juste du virtuel tout le temps, ça peut être pratique pour certains groupes, mais encore là, tu sais, c'est de connaître un petit peu sa gang, c'est de connaître ses apprenants, de dire aux autres, il y aura besoin qu'on leur parle de temps à autre. Avoir de la rétroaction, c'est jamais de trop, là. On peut le contact humain, effectivement, il faut pas le mettre de côté là, parce qu'on est tous habitués au télétravail maintenant. Là. Le contact humain peut devenir aussi un bon ciment entre toutes les différentes briques du parcours de formation qu'on fait, dans le sens où
justement, la rétroaction, on peut la prévoir à travers différentes cliniques là, qui sont prévues pour que les gens puissent poser des questions. Le fait aussi d'avoir des outils de classe virtuelle versus des outils de web meeting, dans le fond, ça permet de faire des sous-groupes, d'avoir les gens qui travaillent en petits groupes ensemble. Ça permet plus d'interactivité aussi entre les personnes, puis le fait de pouvoir échanger, puis de je pense aussi côté RH, maintenir cette espèce de culture-là d'organisation, la formation peut rester un vecteur de ça, de cette façon-là aussi. Mm-hmm. Puis on peut travailler plus en pédagogie inversée aussi, là, donc aller offrir le contenu en mode autoportant, là, en auto-formation, puis plutôt les moments où est-ce qu'on a le groupe ou les individus en présentiel, ben on va faire vraiment de la validation de leur compréhension, la mise en pratique de la mise en pratique des concepts. Donc, on travaille juste différemment, je dirais. On arrive à la fin. Il nous reste une dernière question de Jean-Christophe Bergeron-Boilly. Bonjour, avez-vous des données à savoir s'il est mieux de proposer un travail préparatoire ou bien de planifier 2 sessions en ligne pour couvrir toutes les notions? Les deux ont des contraintes, mais beaucoup de bénéfices. Je suis pas sûre de comprendre ta question, Jean-Christophe. Tu veux dire je sais que. Je sens que ça revient un peu avec l'histoire de la classe inversée, puis aussi un peu, ça retranche peut-être la question plutôt de comment faire quand les gens sont débordés, si tu donnes des to-do avant une formation présentielle. Le taux de succès est pas très, très bon à ce que je comprends, là, quand on donne des to-do à faire avant les formations, il faut vraiment céduler le monde, puis les suivre, puis tout ça, là, puis c'est en entreprise, c'est dans le milieu universitaire aussi, à ce que je comprends, là, surtout là, dans les échos que j'ai eus dans les derniers mois. Euh, je pense que ça dépend beaucoup de la maturité du groupe. Puis peut-être pas prendre pour acquis que les gens tout de suite vont faire leur devoir avant de se pointer. Tester. Puis peut-être pas d'y aller graduellement. Puis encore là, c'est toujours de dire c'est super important là, parce que là, on n'aura pas le temps c'est super important que chacun fasse ses affaires. C'est comme à la maternelle. S'il y en a un qui a pas fait ses travaux, ben c'est toute la classe qui prend du retard parce qu'on doit s'occuper de cette personne-là qui n'a pas fait c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on ne fait pas de gestion de classe. Des fois, c'est peut-être des façons intéressantes d'introduire de la ludification pour justement aider ce parcours-là à être plus, que les gens le fassent de façon un peu plus intrinsèque, là, de vouloir suivre toutes les milestones qui sont prévues dans le parcours. Là. C'est toujours des bonnes façons d'essayer de renouveler ou de penser à comment s'ajuster avec les apprenants, puis rendre ça agréable puis intéressant. Là. C'est ça, puis il faut penser que les apprenants de nos jours, là, tu sais, c'est du easy in, easy out, là, tu sais, bon, j'ai besoin de savoir quelque chose, je le veux just in time, je vais voir sur YouTube comment faire pour réparer ma laveuse, puis si la capsule a plus que 2 minutes, j'arrête, là, puis j'en trouve une qui est plus courte, là, donc il faut toujours avoir ça en tête, là. C'est pas parce qu'on est dans une approche hybride qu'on peut leur envoyer plein de contenu, il faut quand même toujours avoir cette réserve, là, vraiment, comme je disais tout à l'heure, là, je me souviens plus du nom, à Stéphane, quand il y a beaucoup de texte, beaucoup de contenu, c'est d'être capable vraiment d'identifier qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour faire le travail, pour faire effectuer la tâche, puis donner cette information-là juste au bon moment. On veut pas faire de bourrage de crâne, on veut vraiment, les gens vont rapidement, les gens ont pas beaucoup de temps, ils ont pas beaucoup de place dans leur tête, il y a plein de choses. Je parle pour moi, je pense que je suis pas Moi, je mal. pense pour beaucoup de gens. Donc, on peut rarement vraiment se dire ah, je m'en vais en formation toute la journée, je suis libérée de toutes mes autres contraintes, j'ai 0 courriel qui vont rentrer dans ma boîte parce que j'ai dit que je n'étais pas disponible, parce qu'on est tout le temps en train de penser que oh, là, l'heure que j'investis ici, ben c'est l'heure que je travaille pas en arrière. Donc, il faut vraiment quand je parle de l'analyse, puis l'analyse du contenu, là, pas sauter cette étape-là, puis essayer vraiment de faire la ségrégation du contenu qu'on a absolument besoin, en donner le moins possible, just in time, just enough. Voilà. Ben, je pense que ça fait le tour des questions, mais merci beaucoup pour ton morceau de cerveau que tu nous donnes, Pascal, aujourd'hui.
Mais écoute, j'ai super aimé ça, là, donc j'espère que vous avez apprécié.